Bonjour et bienvenue sur RLP dans Famille Justice Enfance numéro 149. Il y a 10 ans, en 2014, le gouvernement lançait les ABC de l'égalité à l'école et sont apparus les JRE, journées de retrait de l'école, en réaction qui protestaient contre l'éducation sexuelle pour les enfants dans le sein des écoles primaires et maternelles. Donc pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, les réactions de SOS Éducation, les grands débats sur le transgenre dans l'école, il faut aller chercher il y a 10 ans ce qui s'est dit et ce qui s'est joué à cette époque. Donc aujourd'hui, c'est Farida Belgoul pour une interview que nous avons enfin réussi à faire malgré les problèmes techniques, malgré les reports, malgré mon micro qui a lâché, malgré les délais et les temps de latence qui font qu'on se coupe tout le temps la parole. Mais tout est disponible sur YouTube, la version webcam en intégralité. Voici donc aujourd'hui la première partie, il y en aura 2, d'un entretien avec Farida Belgoul. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3. Aujourd'hui avec Farida Belgoul. Farida, bonjour, merci d'être venue. Bonjour Stéphane. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Pour vous présenter, les gens vous connaissent, mais si vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous, pour votre présentation, par rapport à la page Wikipédia, par rapport à autre chose. J'ai jamais été à l'origine de SOS Racisme, bien au contraire, j'ai combattu dès la première heure SOS Racisme. Nous étions dans les années 80 une génération issue de l'immigration, ce qu'on appelait la deuxième génération, les enfants d'immigrés, puis ensuite on nous a appelés les beurs, enfin peu importe. Et à l'époque, le mot beurre n'était pas péjoratif comme il l'est devenu entre temps. Et nous étions une génération très dynamique, cultivée pour beaucoup d'entre nous. Nous étions très créatifs, même si c'est un mot que j'utilise peu parce qu'il convient plus à mon vocabulaire d'aujourd'hui, et très dynamique, très enthousiaste, très combatif. Et on avait donc mis en place, sans se concerter sur le territoire national, un véritable mouvement de la deuxième génération. Et c'est ce mouvement qui a dérangé le gouvernement Mitterrand. Dans un premier temps, il a essayé de le récupérer en utilisant un curé comme Christian Delorme et un pasteur comme il s'appelait Costil, si je ne m'abuse. Oui, vous étiez dans l'antiracisme en fait. Vous étiez à la marche des beurs, vous étiez dans ce mouvement antiraciste au départ. C'était pas un mouvement antiraciste au vrai sens du terme, comme on peut l'entendre aujourd'hui. C'était plutôt quelque chose qui relevait de l'égalité des droits, je dirais. D'accord. D'ailleurs, est une notion que je remets en cause aujourd'hui, que j'ai remis en cause il y a bien longtemps maintenant. Mais c'était plutôt un mouvement de quête identitaire, de définition de soi, et un mouvement de réclamation, oui, effectivement, de revendication de l'égalité des droits. Il a pris un virage antiraciste sous la pression du gouvernement socialiste qui a essayé de nous contrôler, comme je le disais à l'instant, par l'intermédiaire de la CIMAD notamment, où régnait là-dedans un prêtre moderniste du nom de Christian Delorme, et puis un pasteur fortement moderniste du nom de Costil. Jean Costil, si je ne m'abuse, qui depuis, je crois, n'est plus. Et ces deux personnages, avec certainement l'assentiment de Georgina Dufoy, qui à l'époque était ministre de Mitterrand à la famille et à l'immigration, eh bien, ils ont organisé cette fameuse marche des beurs qui est arrivée à Paris avec 100 000 personnes soi-disant. Et l'année suivante, j'ai organisé, vu les tentations de cette marche dans son développement ultérieur à devenir un mouvement communautariste, toujours sous l'influence des mêmes, eh bien, j'ai voulu créer, moi, plutôt un mouvement de convergence des luttes. Et c'est comme ça que j'ai lancé un mouvement qui s'est appelé Convergence 84 pour l'égalité, pensant à l'époque que l'égalité était la panacée. Je sais maintenant que c'est l'origine de nos mots. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et donc, ce mouvement Convergence 1984 pour l'égalité a été la scène d'une remise en cause de l'antiracisme et des antiracistes. Ce mouvement pour l'égalité des droits issu de la deuxième génération a été ensuite, récupéré par les tenants de l'antiracisme. Voilà. Et ça a donné une couleur antiracisme à notre combat qui donc vous êtes dissocié ensuite parce que je crois que je dis bien, là, vous avez critiqué la position un peu victimaire, c'est ça, si je me souviens. Oui, voilà. Et puis le temps a passé, parce qu'à l'époque j'avais 25 ans, maintenant j'en ai 65. Et effectivement, en 2014, j'ai initié les journées de retrait de l'école. C'est là que, effectivement, moi j'ai commencé à vous connaître parce que j'étais expatrié, j'étais en Asie et je regardais mon pays depuis l'étranger. J'étais un petit peu atterré de ce que je voyais depuis l'étranger. Et vous faisiez partie des gens que j'écoutais depuis l'autre bout du monde là-bas et qui expliquaient un peu ce qui passait dans mon pays. RLP. Radio libre en Périgord. Famille,
justice, enfance. À l'époque, si je me souviens bien, le gouvernement avait lancé, un petit pas après le mariage pour tous, quelque chose qu'on appelait l'ABC de l'égalité. Et promis, juré, il n'y aurait jamais de théorie du genre dans l'école. C'était juré croix-bois, croix de fer, et on n'irait pas parler aux enfants de choses pour lesquelles ils n'étaient pas encore préparés ou que les parents ne souhaitaient pas que l'on fasse à leur place. C'est bien ça ? À l'époque, il y avait un programme expérimental à l'Éducation nationale qu'ils ont appelé en effet les ABC de l'égalité, et c'était déjà un programme de théorie du genre, puisque il s'agissait en fait par l'intermédiaire de ce programme d'enseigner aux enfants tout petits, déjà dès la maternelle, que un garçon pouvait jouer à la poupée et une petite fille au camion. Moi, je me souviens Et de se ça. cachait derrière toute une idéologie qui était la théorie du genre, dont j'ai découvert évidemment à ce moment-là l'existence, c'est son infiltration dans l'école. Et vous avez lancé les JRE, Journées de retrait de l'école. Et donc, devant la gravité, effectivement, de cette infiltration idéologique extrêmement mortifère, qui s'attaque à la nature des enfants, à leur identité naturelle, à leur santé psychique aussi, parce que il y a effraction lorsque nous prétendons nous adresser à des enfants pour remettre en cause leur identité, en l'occurrence identité sexuelle, qui est quand même un pilier dans la constitution de l'être humain. Eh bien, j'ai vu le danger, d'autant plus que, comme prof de l'éducation nationale, avant ma révocation qui est intervenue des années après, pour justement avoir lancé ces journées de retrait de l'école, j'avais vu de nombreuses attaques contre l'intelligence des enfants, l'intégrité des enfants, l'autorité parentale des familles, bref, de l'intérieur, j'ai vu que l'école se chargeait, comme elle le dit maintenant, de déconstruire les stéréotypes en tout genre, mais en fait, il s'agissait derrière le mot de déconstruction, qui d'une certaine façon veut bien dire ce qu'il veut dire, il veut dire détruire. Donc il s'agissait de détruire l'enfance, détruire la famille, détruire l'identité de l'homme et celle de la femme, entrer tout ce beau monde dans une confusion absolument dommageable quant à la suite que ces confusions allaient semer, évidemment, dans la société dans laquelle nous vivons. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. J'avais l'habitude de me battre depuis l'âge de 20 ans, et j'ai lancé un mouvement que je ne pensais pas qu'il allait connaître un tel succès. J'ai appelé les parents à retirer leurs enfants une journée par mois de l'école pour l'interdiction de l'enseignement de cette théorie du genre qui veut faire croire à nos enfants que on peut changer de sexe, que il y a une égalité qui s'attaque à la complémentarité homme-femme. Bref, tout ce qu'on sait aujourd'hui, parce qu'à l'époque, quand j'en ai parlé, on a peut-être considéré que j'étais excessive. Aujourd'hui, c'est de notoriété absolument publique, et tout le monde sait que effectivement. C'est là que je voulais en venir, tout à fait. C'est que à l'époque, qu'est-ce qui a fait que vraiment vous avez senti cette chose venir ? Un, et deux, qu'est-ce qu'on vous a répondu ? Alors, comment j'ai vu les choses venir ? J'ai vu un certain nombre de catholiques sur les réseaux sociaux qui en parlaient, mais dans des milieux, je dirais, très confinés, dans l'entre-soi catholique. Vous êtes catholique, Farida Belboul ? Non, pas du tout, je suis musulmane. Vous êtes musulmane, d'accord. Et voilà. Donc, vous avez commencé à travailler, à voir des choses venir des catholiques. Ah oui, absolument. J'avais suivi la Manif pour tous. On était un peu après la Manif pour tous. Oui, la Manif pour tous commence en 2013. Et moi, les journées de retrait de l'école, c'était à partir de janvier 2014. Des catholiques sur les réseaux sociaux m'ont fait état. Ils m'ont fait comprendre cette théorie du genre et son infiltration dans l'école, mais c'était dans un entre-soi catholique habituel, et puis je dirais dans une langue, à un registre évidemment soutenu, qui ne pouvait pas être accessible à l'ensemble de la population. Donc oui, moi, ils le faisaient à leur manière, et c'était pas très audible, c'est ça. Voilà, c'était plutôt, c'était plutôt réservé, même à leur corps défendant d'ailleurs. Mais moi, j'ai rendu cela plus accessible à tous, et j'ai rendu cela aussi concret, c'est-à-dire que j'ai lancé un mouvement. Les catholiques se limitaient beaucoup à parler dans des conférences et à rédiger des livres, ce qui était évidemment très utile, mais il n'y avait pas de prolongement sur le terrain. Donc j'ai donné un prolongement à leurs analyses et à leurs observations sur le terrain, tout en rendant accessible par un langage approprié à la population en général cette problématique de la théorie du genre, et ça a fonctionné. Je dirais du feu de Dieu, puisque dès que nous avons lancé, ma petite équipe et moi à l'époque, à mon initiative, je le dis parce que on a tenté ensuite de récupérer ce mouvement, donc je suis obligée d'en déclarer la maternité pour que ça reste ainsi dans l'histoire. Et donc ce mouvement a tout de suite pris.
Et c'est-à-dire que des centaines d'écoles ont se sont retrouvées, avec un absentéisme le jour de la JRE qui était absolument phénoménal et qui a donc fait très peur au pouvoir, à tel point que dans les 6 mois qui ont suivi, on a continué à appeler à retirer les enfants de l'école une journée par mois pour interdire cet enseignement, et que à la fin du mois de juin, 6 mois donc après, les ABC de l'égalité ont été supprimés, et au cours de ces 6 mois d'ailleurs, la seule chose qu'on entendait de la part du pouvoir, c'est que la théorie du genre n'existait pas, pour me combattre de cette façon, me faire passer pour quelqu'un qui délirait. Et donc, aujourd'hui, nous en sommes à des années de recul. Vous voyez tous que c'était bel et bien vrai ce que je disais à l'époque. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. À cette époque, j'étais loin, j'étais à plusieurs milliers de kilomètres et j'écoutais ce qui se passait de loin, et je confirme en tant qu'observateur non impliqué, externe, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes arrivé, vous avez un peu tapé dans le tas, vous avez fait un écho qui fait que même jusqu'à très loin, les gens se sont dit « mais tiens, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Effectivement, vous êtes fait traiter de tous les noms en disant que vous inventiez, que ça n'existait pas, que mais non, absolument pas, c'était pour aider les enfants à s'épanouir, les instruire, lutter contre les arriérés qui ne savaient pas s'en occuper à la maison. C'est un peu ce qu'on nous a répondu à l'époque, etc. Et puis après, très discrètement, ces ABC de l'égalité ont été retirés. C'est bien ça? Non, ils ont été retirés officiellement. Il y a eu ils ont été retirés officiellement, tout à fait. Oui, il y a eu une annonce fin juin par Benoît Hamon, puisque à la suite des déjà JRE... Benoît Hamon à l'époque, oui, d'accord. C'est-à-dire qu'au début du lancement de l'opération JRE, le ministre de l'Éducation nationale alors était Vincent Peillon, et il est tombé en février, il a dû démissionner, partir. Il a été remplacé ensuite par Benoît Hamon, qui a donné ensuite sa place à Najat Vallaud-Belkacem, parce qu'il fallait me faire face avec une arabe bon teint. Bon, et vous, du même sexe. Vous considérez que les ABC de l'égalité, c'est vous qui êtes à l'origine de leur arrêt, de leur abandon? Ah oui, non, mais on le sait, c'est officiel, on le sait très bien. Le programme ABC de l'égalité a été effectivement abandonné suite au succès considérable des journées de retrait de l'école. Et Est-ce que vous avez des chiffres sur les JRE? Est-ce que vous avez des nombres d'adhérents, nombre de gens qui ont participé? Il y a eu plus de 200 000 retraits en 6 mois. D'accord. Et surtout, ça se passait dans les quartiers populaires. C'est ce qui a fait peur au pouvoir. C'est-à-dire que dans les quartiers populaires, de nombreuses, par milliers, des familles musulmanes ont compris le message. Et les écoles à fort taux de participation de musulmans se sont retrouvées parfois vides. Donc ça a fait très peur. Et puis ce qui faisait peur aussi, c'est que j'appelais à la convergence. C'est-à-dire que, quels que soient mes désaccords avec la Manif pour tous, que je trouvais un peu molle, évidemment, on n'a pas le même tempérament, ni les mêmes capacités, je dirais, de compromis et de négociation avec le pouvoir. Moi, je suis plutôt sans concession. Eux, ils ont plutôt tendance à en faire depuis des siècles. Eh bien, ce qui effrayait beaucoup le pouvoir, c'était mon appel à la convergence avec les chrétiens. C'est-à-dire que à la fois j'appelais à une convergence de classe au lieu d'une lutte des classes, et à la fois j'appelais à une convergence des religions au lieu d'une lutte. C'est ça qui fait peur au pouvoir. Et ça a fait très peur, oui, parce que au mois de février, après la première journée de retrait de l'école, il y a eu une conférence de presse qui a réuni des personnalités chrétiennes et des personnalités musulmanes qui ensemble ont appelé à retirer les enfants et à condamner ensemble l'enseignement de cette théorie du genre à l'école. Je vais adoucir un petit peu cette étiquette chrétien. La France est en train de rentrer, on va dire, dans une phase, je dirais pas post-chrétienne, mais un peu différente. On a une position qui est un petit peu... Je suis de culture chrétienne, par exemple, si vous voulez. J'ai été élevé en école privée. Il est évident que mes ancêtres sont de culture chrétienne. Après, est-ce que moi, je vais dire je suis catholique comme ça avec le poing levé? C'est particulier. Par contre, je vais être d'origine, je vais être de culture, d'influence, qui sont celles de mes ancêtres. Et effectivement, on voit se converger plusieurs tendances, donc on va dire multiculturelles, multi-morales, de manière morale. Et c'est peut-être ça, effectivement, qui a inquiété le gouvernement à l'époque. Parce que... Je dois vous dire tout de même qu'il y a une véritable inquiétude quant à la convergence entre catholiques et musulmans, puisque nous avions vraiment des contacts avec la Manif pour tous, qui était quand même un mouvement constitué en grande majorité, si ce n'est en totalité, en tout cas dans la direction, c'était très clair,
par des catholiques. Oui, j'ai Et senti nous, ça depuis là-bas, j'ai vu ça aussi. Oui. Oui. Les gens de la Manif pour tous, qui a été une manifestation, je crois, qui a été sous-représentée par les médias et le pouvoir. Il m'a semblé observer des chiffres beaucoup plus importants, une mobilisation beaucoup plus importante que ce que les journaux officiels ont bien voulu en dire, mais les gens n'étaient pas là en train de dire qu'ils étaient catholiques, si vous voulez. Ils se retrouvaient sous la bannière pour l'enfance, ils se retrouvaient sur la bannière pour leurs valeurs, ils n'étaient pas forcément dans un combat religieux. Oui, mais personnellement, vous voulez que je vous dise ce que j'en pense? Moi, je pense que sans une morale religieuse et sans des critères religieux, on tient pas longtemps. Parce que le problème, il est là, si vous voulez. C'est-à-dire que je sais qu'en France, on a une religion, une conception de la religion qui s'est extrêmement dégradée dans les esprits. Mais à l'origine, une religion, c'est fait pour nous aider. C'est fait pour nous donner des critères d'évaluation. En l'occurrence, sur la question de la théorie du genre, que ce soit le catholicisme ou l'islam, y compris le judaïsme, ils peuvent pas être d'accord avec cette vous savez, moi, je connais des gens qui ne sont pas religieux et qui sont opposés à la théorie du genre et qui veulent protéger la famille contemporaine, qui veulent vraiment protéger le modèle de famille et ne le font pas au nom de la religion. Oui. Mais nous pensons que l'aide de Dieu dans cette affaire, parce que on considère que c'est quand même, je dirais, comment vous dire, un programme quand même pas mal diabolique, hein, à tous les sens du terme. Et nous pensons, nous, après que d'autres le pensent différemment, évidemment, c'est possible. Mais nous pensons, nous, que c'est un combat qui ne peut être gagné qu'avec l'aide de Dieu, voilà. Mais moi, intellectuellement, ce qui m'intéresse, c'est la convergence des gens qui ont des conceptions différentes et qui ont un but commun. Oui, mais le but commun, justement, nécessite d'avoir une vision commune. Oui, voilà. Oui, si vous voulez. Oui, après, on n'est pas obligé d'avoir l'identique totalement, bien sûr. On ne peut pas définir, parce que vous savez, j'ai une grande expérience du militantisme, de la politique, des mouvements sociaux et culturels. Et cette notion de convergence, je l'ai souvent rencontrée, même si c'est effectivement nous qui en 1984 avons lancé le mot dans l'espace public. Les gens sont de très bonne volonté, c'est-à-dire quand ils démarrent vers quelque chose, les communautés, les groupes sont soudés et ils ont le sentiment effectivement d'être présent et participer à un mouvement homogène. Et puis plus le temps passe et plus les fractures justement s'opèrent, qui finissent par conduire à la défaite malheureusement, parce qu'il y avait un malentendu de départ. Et ce malentendu de départ, justement, ça peut être une convergence qui est basée sur des malentendus. On est obligé, je crois, aujourd'hui, moi je regrette pas ce qui s'est fait dans le passé, mais aujourd'hui, on est quand même obligé de se dire, si nous avons un but commun, en vérité, à partir de quels critères? Alors moi, je cherche pas à diviser, mais je pense que nous sommes dans une période eschatologique qui a une grande influence spirituelle. Il y a une grande influence spirituelle dans les événements qui sont actuellement en cours. Et personnellement, aujourd'hui, je suis plus favorable à des mouvements qui se posent justement la question de la finalité de l'homme. Vous voyez ? D'où on vient, où on va. Et je pense que lorsqu'on répond à ces questions-là, on peut gérer l'entre-deux. On peut se battre dans l'entre-deux. D'où venons-nous? Où allons-nous? Il y a une période entre les deux qui est bornée par ces deux questions et qui va être éclairée par la réponse à ces deux questions. Et lorsqu'on n'y répond pas, on se croit ensemble et en fait, on a des divergences qu'on n'a pas prévues parce qu'on n'a pas véritablement de points véritablement communs. Déjà, quand on appartient à un même groupe religieux, par exemple, il y a des divergences. Alors, lorsqu'on vient de différents horizons philosophiques, idéologiques, religieux, alors je peux vous dire, mon expérience le prouve, enfin, je l'ai vécu, eh bien, le mouvement va avoir tendance à se fracturer petit à petit, au fur et à mesure de son évolution. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Oui, mais ça, il le faut un petit peu tous. J'ai observé des mouvements, on se rend compte qu'il y a toujours un pic, une croissance, une crête, et puis après, il y a une espèce de désagrégation de ce qui se met en place. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes ces choses, tous ces gens, dont certains d'entre eux étaient censés être montés un peu les uns contre les autres, ont obtenu une victoire en 2015, quelque part. En 2015, vous voulez dire en 2014 ? 2014-2015, oui, les ABC, ils ont arrêté quand ? C'était en 2000. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Stéphane. Le problème, c'est que cette victoire n'a pas duré à cause des fractures. Oui. Alors, donc j'essaye de vous parler. Non, mais si vous voulez bien m'entendre sur quelque chose que j'ai vécu, que nous avons vécu, c'est-à-dire que la victoire de juin 2014 n'a pas duré plus de 3 jours. C'est ça le problème.
C'est qu'aujourd'hui, vous avez un éparpillement de toutes les forces de 2014, voire un découragement, voire un absentéisme, voire une démoralisation. Et ce qui a été mis en place derrière, ça a été justement des fractures du mouvement, parce que d'emblée, je crois que ce mouvement ne s'est pas fondé tout de suite sur des critères clairs qui pouvaient assurer la suite. Parce que moi, je suis très contente d'avoir été à l'origine d'une victoire, mais je dois reconnaître par honnêteté intellectuelle que cette victoire n'a été qu'un feu de paille et qu'aujourd'hui, 2014-2022, nous en sommes à 8 ans après, nous sommes dans la panade parce que la théorie du genre est là plus forte que jamais. Les lobbies qui la portent sont plus financés, plus audiencés, plus médiatisés que jamais. Ils ont des financements dont on ignore d'ailleurs l'origine et ils ont mis en place dans toutes les institutions leurs représentants qui viennent influencer, par exemple, les fonctionnaires qui agissent maintenant en pratiquant le harcèlement sur les familles. Et quel mouvement aujourd'hui peut défendre les familles à partir du moment où on a fait en sorte que le mouvement JRE ait été détruit au profit de rien d'autre? De conséquences, je parle sur le terrain. Moi, je suis encore sur le terrain, mais de manière évidemment beaucoup plus marginalisée que nous l'avions été en 2014. Nous avons affaire tous les jours à des témoignages de familles qui viennent vers nous pour nous demander de l'aide et des conseils, qui sont dans des situations épouvantables et autrement plus graves qu'en 2013-2014, parce que la situation s'est dégradée en raison justement, de la déliquescence de ce mouvement de 2013, 2014, 2015, constitué de la Manif pour tous, des JRE et d'autres secteurs qui ont fini par éclater les uns après les autres, les uns contre les autres. Donc c'est ça que je pose aujourd'hui comme question. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas finalement définir cette convergence de manière un peu plus précise et faire avec moins de gens quelque chose qui tienne plus longtemps? RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Farida Belkoul sur RLP 102.3. Je voulais vous demander, en 2023, là, quel est l'état des lieux? Vous avez parlé d'une fracture entre les forces qui essayent de défendre la famille traditionnelle, on va dire, dans notre pays, en France. On va résumer, je simplifie beaucoup, peut-être que tout le monde ne se retrouvera pas à 100% sur cette phrase-là, mais on va dire la définition traditionnelle de la famille, voilà, quel qu'en soit l'angle sur lequel on le regarde. En même temps, on voit arriver, on a eu ici SOS Éducation qui nous a parlé du contenu sur l'entrée de la propagande transgenre dans les écoles primaires. On voit passer des choses absolument... Vous, qu'est-ce que vous voyez? Quel est l'état des lieux? Quelle est la situation aujourd'hui? Que dit la militante et l'ancienne enseignante? Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a trop de compromis avec le pouvoir actuel de la part de tous ceux qui prétendent lutter contre ce pouvoir actuel et défendre la famille traditionnelle. Il y a trop de compromis. Vous avez cité, par exemple, SOS Éducation, on peut en parler. Il est clair que je ne peux pas souscrire, même si des analyses de SOS Éducation sont justes, à leur façon de considérer le combat, dans la mesure où ils sont partiellement pour l'éducation sexuelle, alors que moi je suis totalement opposé à toute forme d'éducation sexuelle à l'école. D'accord. Vous êtes vraiment contre toute sorte d'éducation sexuelle à l'école, y compris... J'ai parlé avec un coach parental la semaine dernière. Lui, il m'a dit qu'il fallait répondre aux questions des enfants en fonction de leur stade de développement. Vous êtes pour l'omerta totale? Alors moi, je vais vous dire, j'ai été enseignante jusqu'à ma révocation. Oui, bien sûr. Oui, vous êtes maman aussi, je suppose. Là, donc, et je suis maman, voilà. Oui. J'ai été enseignante pendant environ une trentaine d'années, 25-30 ans, je sais plus, j'ai pas compté. Je n'ai jamais, et je ne mens pas, que je ne fonde pas mon combat sur des mensonges. Je n'ai jamais entendu un enfant ou un adolescent poser une question sexuelle à qui que ce soit à l'intérieur de l'école. Ceci est un bluff. Oui. Non, mais c'est pas forcément ça que je voulais dire. Je parle au niveau éducatif. Non, écoutez-moi. Cette idée que les enfants... Écoutez-moi, Stéphane, s'il vous plaît. Cette idée que les enfants posent des questions d'ordre sexuel à l'école nous vient du lobby LGBT et du gouvernement. La question sous-jacente, c'est est-ce que c'est vraiment à l'école de répondre? Vous voyez ce que je veux dire? Pour SOS Éducation, par exemple, oui, c'est partiellement à l'école de répondre sous prétexte de prévention. Moi, je suis tout à fait opposé à ce que l'école serve justement de tremplin à un discours sexuel. Mais en tant qu'éducateur, en tant que parent, vous n'êtes pas opposé à expliquer aux enfants. Moi, j'ai eu des enfants qui m'ont jamais demandé quoi que ce soit. Et si j'avais eu, peut-être ça m'est arrivé une fois, une oreille tendue vers eux pour essayer d'en parler, leur pudeur a fait qu'ils ont rejeté d'eux-mêmes
ce dialogue. Et moi-même, pendant mon enfance, j'ai jamais ressenti le besoin d'en parler à mes parents. Ceci étant, je sais dans quelle période nous sommes aujourd'hui. Les agressions pornographiques en tout genre, dans tous les espaces publics, un smartphone et tout, forcément, il y a des trucs qui passent. Voilà, sont tels que effectivement, on peut avoir un dialogue avec les enfants. Mais est-ce que ce dialogue doit être basé sur une connaissance précise de la sexualité du genre humain, ou faut-il au contraire montrer aux enfants le piège qui est recelé par ce genre d'exposition sexuelle dans la société? Est-ce que vous croyez que des enfants ont envie d'imaginer la sexualité de leurs parents? Je vous dis, non, naturellement, ils se cachent les yeux. Bien sûr. C'est-à-dire que nous devons respecter, d'abord prendre en considération, avant de respecter, ce qui est la pudeur des enfants. Cette pudeur est très intense. Stéphane Seclet, la semaine dernière, disait il y a une différence entre un enfant qui va poser une question parce qu'il a entendu un mot avec des ados qui jouent dans un parc et en tant qu'adulte aller expliquer et imposer des choses d'adulte à un enfant qui n'est pas du tout demandeur pour qu'on les lui explique. Il y a une très grande différence, effectivement. Voilà. Donc, il n'y a pas d'initiative d'adulte à prendre dans cette direction. Les choses viennent au fur et à mesure de l'évolution de l'enfance qui conduit à l'adolescence puis à l'âge adulte. Moi, j'ai toujours constaté une très grande pudeur chez les enfants et chez les adolescents. Maintenant, cette pudeur, elle est agressée par la société civile jusqu'au sein de l'éducation nationale. Et effectivement, SOS Éducation considère que pour des raisons de prévention, il faudrait faire une éducation sexuelle appropriée à l'âge des enfants. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pour qu'on parle aux enfants de choses qui relèvent du relationnel et de l'amour. Voilà. Il y a, comme nous avons vécu nous, quand on étudiait la littérature, les grandes œuvres, on y voyait les relations entre les hommes et les femmes, mais on les étudiait de cœur à cœur et pas de sexe à sexe. Et encore moins, évidemment, dans la perspective LGBTQ, je ne sais quoi. C'est-à-dire dans la déconstruction, c'est-à-dire la déconstruction, c'est-à-dire la destruction de l'identité naturelle des enfants. Donc, c'est une concession de SOS Éducation à laquelle personnellement je ne souscris pas, et je pense que c'est parce que je n'y souscris pas que, eh bien, je n'aurai pas d'audience chez eux. Et si moi j'appelle, par exemple, au débat avec SOS Éducation sur la question justement des concessions à faire ou pas, de savoir si en effet cette éducation sexuelle est légitime pour une part, appropriée comme ils le prétendent, j'appelle ces gens à faire un débat. Et là, on va se rendre compte de quoi? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la convergence, c'est un grand mot, mais la réalité, c'est autre chose. Eh bien, il n'y aura pas d'interlocuteur pour débattre avec moi. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un mouvement de résistance qui, malheureusement, reproduit exactement les mêmes tares que ses ennemis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat entre les différentes parties. Il n'y a pas de débat loyal. Il n'y a pas de véritable échange d'idées, de concertation honnête et bienveillante. Il y a simplement la volonté de paraître, et dans cette volonté de paraître, malheureusement, celle-ci pousse à des concessions avec le pouvoir, parce que plus on fait de concessions avec le pouvoir, et plus on aura d'audience finalement, puisque plus les médias seront disposés à diffuser votre parole. Moins on fait de concessions à ce pouvoir aujourd'hui tel qu'il est, qui s'attaque aux enfants, à la famille, à l'identité de l'homme et de la femme, et moins on aura d'audience. Là, donc, quand on cherche de l'audience, on fait des concessions. Alors, moi, j'ai dit SOS Éducation en tant qu'exemple. Oui, j'ai bien compris. Ici, mais vous me donniez l'occasion d'en parler. Bien sûr, tout à fait. Mais là, vous venez en fait de résumer pourquoi est-ce que toutes les tendances locales ne sont pas ensemble, en fait. C'est parce qu'elles ont quelques divergences. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais, pardon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on fait une convergence, il faut savoir sur quels critères. Moi, je ne ferai pas de convergence sur la base de l'acceptation d'une éducation sexuelle appropriée aux enfants. Excusez-moi, jamais. Moi, je suis pour une éducation. Et parfois, on peut oublier les 4% pour s'entendre sur les 90%. Je suis pour une instruction intellectuelle très solide, qui n'est plus délivrée à l'éducation nationale. Alors là, c'est un point d'accord que j'ai avec SOS Éducation, sauf que dans leur méthode de combat, ils se limitent à écrire des lettres. Moi, je pense qu'il faut faire autre chose que des pétitions et des courriers, parce qu'on a vu... ils ont dû parler déjà, ils parlent aux gens, à tout le monde, aux petits et aux gros médias, y compris aux petits.